Le plus grand espion du XXe siècle, peut-être, en tout cas certainement l'un des plus mystérieux. Il s'appelait Dimitri Fédorovitch Polyakov, et encore aujourd'hui, nombreux sont les spécialistes états-uniens du renseignement à estimer que jamais la CIA n'a possédé une source aussi précieuse au cœur de l'empire du mal, pour reprendre l'expression de Ronald Reagan. Toutefois, il se trouve aussi d'autres experts pour estimer que le général Polyakov était en réalité un agent double chargé d'intoxiquer la centrale de Langley. Mais alors, pourquoi ce haut responsable des services secrets de l'Armée rouge aurait-il été fusillé au milieu des années 80 ? Une condamnation à mort révélée par la Pravda en 1990, c'est-à-dire à une époque où l'URSS existait encore. Il s'agissait donc d'une information officielle, directement téléguidée par le Kremlin. C'est pour cette raison que ces mêmes experts qui mettaient en cause la duplicité de Polyakov ont estimé qu'il y avait là un subterfuge, une manœuvre de désinformation, un classique du KGB. Où se trouve la vérité ? C'est bien sûr la question que j'ai posée à Monsieur X. Autant le dire tout de suite, la chute de l'Empire rouge n'a guère permis d'éclaircir les mystères des services secrets soviétiques qui ont été soigneusement protégés par leurs avatars actuels, le FSB ou le SVR. Mais comment s'en étonner quand on sait que l'homme fort de la Russie est un ancien du KGB qui a fait en sorte de placer à la tête de son pays un grand nombre de ses ex-camarades. Je me suis toujours demandé pourquoi les Américains l'avaient affublé de ce curieux nom de code Top Hat. Oui, c'est-à-dire haute forme. Hein. Ouais. Peut-être ne faut-il retenir que le premier terme, top. Le sommet, ouais. Oui, vous avez sans doute raison, car rarement espion n'a été autant, si j'ose dire, au sommet de son art. Et d'ailleurs, la CIA lui a aussi attribué un autre pseudo très aristocratique, Bourbon. Ce qui montre que les Américains tenaient Polyakov en très haute estime. Incontestablement, même si de hauts responsables de la CIA ont considéré que Dimitri Polyakov était d'abord le prototype le plus abouti du faux transfuge. C'est-à-dire l'espion qui feint de changer de camp pour mieux désinformer l'adversaire. C'est ça, et autant vous le dire tout de suite, on aborde là l'aspect le plus tortueux du monde du renseignement. Une zone floue où toute certitude semble abolie. Peut-être, mais enfin, à l'heure de l'espionnage électronique, là, ce petit jeu entre services de renseignement devient obsolète, non ? Les petits malins des services états-uniens l'ont cru. On a vu ce qu'il est advenu face au terrorisme islamiste. Non, rien, même le système informatique le plus sophistiqué ne pourra remplacer le renseignement humain. Non. D'accord, alors, qu'en a-t-il été là, à propos de Polyakov ? Alors, vrai ou faux transfuge ? Un petit peu de patience, je vous en prie. Et puis, je dois d'abord vous faire observer que Polyakov n'a jamais été physiquement un transfuge. Ce qui signifie que contrairement à d'autres soviétiques, Polyakov n'a jamais choisi une monde libre, pour reprendre la célèbre expression de Kravchenko. Non, Polyakov, qui a pourtant souvent résidé hors des frontières de l'URSS, n'a pas rompu avec sa patrie. Et lorsque pour lui l'heure de la retraite a sonné, il n'a pas cherché à fuir à l'ouest, bien au contraire. pour son malheur. Hein. Apparemment, oui. Mais pourquoi cette réserve-là ? Bon, parce que l'annonce officielle de sa condamnation à mort et de son exécution signifie pas pour autant qu'il a été réellement fusillé. Encore un mystère. C'est pas le dernier. Alors, voyons cela dans l'ordre. Dimitri Fédorovitch Polyakov est né en 1921 en Ukraine. Fils d'un comptable, c'est un étudiant brillant qui est admis à intégrer la prestigieuse école militaire de Frunze. Oui, c'est l'institution qui forme les cadres de l'armée rouge. Et naturellement, il est mobilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Officier d'artillerie, il se conduit avec bravoure, ce qui lui vaut d'être décoré à plusieurs reprises. Lorsque la paix revient, il poursuit sa formation militaire et il est très vite affecté au service de renseignement de l'armée rouge. Le GRU. Oui, c'est son acronyme. Ouais. Et sa vie privée ? Oh, elle est sans histoire. Polyakov s'est marié avec une infirmière militaire qui lui a donné 2 fils. Dès 1956, le jeune officier occupe son premier poste à l'étranger.
aux États-Unis plus précisément. Ah, mais en pleine guerre froide, c'est plutôt une promotion, Et ça. d'autant qu'on lui confie une mission de confiance, membre de la délégation soviétique aux Nations Unies. Il est chargé de coordonner le travail des illégaux infiltrés aux États-Unis. C'est-à-dire les illégaux, c'est-à-dire les espions qui ne bénéficient pas d'une couverture diplomatique. C'est ça. Polyakov donne satisfaction puisqu'on le nomme colonel. Et après un bref retour en URSS, il repart à New York. Ouais. Toujours au même poste. Oui, oui. On est alors au début des années 60. Et c'est un vrai tournant dans la vie de Polyakov. Que se passe-t-il alors? C'est le début de sa carrière d'agent double. Et de sa trahison, donc. Nous allons examiner ça en détail. Mais auparavant, voyons la suite de sa carrière officielle. Toujours là, au GRU. Oui, bien entendu, puisque je vous ai toujours dit que lorsqu'on entrait dans le métier du renseignement, on n'en sortait vraiment jamais. Oui, parole d'expert, hein. Il ne s'agit pas de moi, là. Alors, je continue. Après New York, Polyakov regagne Moscou. Puis il est nommé attaché militaire en Birmanie. Après les États-Unis, c'est pas très prestigieux, ça. Détrompez-vous. Les Américains sont alors engagés dans leur guerre du Vietnam. Et Rangoon est une place stratégique pour un officier de renseignement. Ensuite, on le retrouve en Inde, en tant que chef de la résidence soviétique. Nommé général, il revient en URSS, où il occupe la direction du département chinois du GRU. Là, il est donc quasiment au sommet. Et son grade et sa fonction lui permettent d'avoir accès aux secrets les mieux gardés de l'armée rouge. Enfin, au début des années 80, c'est la retraite. Une retraite paisible qui l'occupe à satisfaire l'un de ses violons d'Ingres, l'ébénisterie. Juste au moment, alors, où il sera démasqué. Oui, au milieu de ces mêmes années 80. Et donc, à un moment, si j'ai bien entendu, où il n'est plus réellement en activité. Même s'il a naturellement gardé des liens avec ses anciens collègues. Il faut donc souligner d'emblée la longévité de sa carrière d'agent double. Une longévité qui ne peut s'expliquer que par l'extrême prudence du personnage. À moins, évidemment, qu'il n'ait été qu'un faux agent double. Et donc un homme qui aurait, comment dirais-je, trahi sur ordre. Mais encore une fois, avant d'examiner cette hypothèse, je vous invite à la patience. Alors, je vous parlais de l'excessive prudence de Polyakov. Un seul exemple. Dans ses contacts avec ses officiers traitants américains, le soviétique a toujours imposé ses propres méthodes. Ah oui, il s'en est jamais laissé compter. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ainsi, il a toujours refusé les contacts humains et choisissait lui-même l'emplacement des boîtes aux lettres mortes qui lui permettaient de communiquer les informations aux Américains. Ouais, les boîtes aux lettres mortes, enfin, rappelons-le. C'est-à-dire des cachettes. Auxquelles on ne pouvait accéder qu'après avoir respecté une procédure particulièrement compliquée. Oui. Et plus tard, toujours dans le but d'éviter des relations humaines forcément risquées, il a exigé de bénéficier des techniques les plus sophistiquées. Et la CIA lui a concocté un système ingénieux. Un émetteur capable d'envoyer des signaux radio extrêmement condensés. Et donc pratiquement indétectable, c'est ça? Ainsi, passant devant un bâtiment américain, à l'intérieur d'un véhicule de transport public, pouvait-il d'un simple clic sur la fermeture de son attaché-caisse envoyer en 3 secondes un message équivalent à une liasse de 50 pages dactylographiées. Ah, ça, très ingénieux, là. Bon, si vous le voulez bien, je propose qu'on remonte au début de sa collaboration avec les services états-uniens. Et donc au début des années 60. Ouais. Et ici, il y a 2 versions. Ah. La première veut que Polyakov, en poste à New York, ait été approché par le FBI. Le FBI et non pas la CIA. Aux États-Unis, oui, l'agence fédérale est aussi chargée du contre-espionnage. Donc, rien d'étonnant au fait que c'est le FBI qui participe au débauchage d'un fonctionnaire soviétique? Parfaitement, oui. Mais je crois plutôt à la deuxième version. Étant donné la personnalité de Polyakov, c'est donc très certainement le soviétique qui a pris lui-même l'initiative d'entrer en contact avec les Américains. Reste à expliquer pourquoi. Oui, et là, nous entrons une nouvelle fois dans le domaine des hypothèses. Décidément, hein. Je regrette, mais Polyakov n'a jamais écrit ses mémoires. Et même s'il l'avait fait, il y aurait tout lieu de se méfier. Pourquoi? Parce qu'en général, les espions qui écrivent le font sous la dictée de leurs supérieurs. Ce sont donc des ouvrages de propagande. D'ailleurs, parfois, on ne leur demande même pas l'autorisation. Enfin, là, je m'éloigne. Première explication de la trahison de Polyakov. Le soviétique, profondément marqué par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, aurait voulu épargner à son pays le drame d'un second conflit. Quoi, en aidant les États-Unis? Ça me paraît pas très clair. Parce que vous m'avez interrompu. Alors laissez-moi poursuivre. Polyakov avait très peur qu'un conflit éclate un jour ou l'autre entre les 2 superpuissances.
Or, ce patriote ne voulait pas que l'URSS l'emporte. Pardonnez-moi, mais c'est parfaitement contradictoire. Pas seulement en apparence. Ce que Polyakov désirait surtout éviter, c'est que le régime soviétique triomphe. Et donc ses dirigeants corrompus. Ah, ouais, ça, Or, à tort ou à raison, il considérait que les Américains péchaient par naïveté. Bref, pour lui, dans la compétition, il n'était pas à la hauteur. Et tôt ou tard, il finirait par succomber et par être mangé par plus malin qu'eux. Constantin Melnik, qui supervisa les services secrets français au temps de la guerre d'Algérie, a été manifestement fasciné par le cas Polyakov. Dans un gros livre paru chez Ellipse et intitulé « Les espions, réalité et fantasmes », il essaie de comprendre les motivations du soviétique. Je cite. « Faut-il donc le croire lorsqu'il affirmera pendant son procès qu'il était révolté ? Paradoxe insondable de l'âme humaine, par la décomposition, après la mort de Staline, du système communiste auquel il s'était tellement dévoué durant son enthousiaste jeunesse. Le stalinisme pur et dur débouchant sur la défense de la démocratie, on doit plutôt penser que c'est son tempérament entier et exigeant qui fera ne pas accepter par cet espion de haut vol les grandes insuffisances et les petites lâchetés bureaucratique. Le renseignement, au jour le jour, n'est pas fait que d'exploits à la Richard Sorge ou à la Kim Philby, sans même parler de l'imbécile James Bond. Ainsi, selon Melnik, c'est cette révolte contre un organisme tatillon et mesquin, je cite à nouveau, qui l'aurait poussé à se dévouer corps et âme à un système démocratique et à une centrale étrangère qu'il rêvait et idéalisait pour ne pas les connaître de l'intérieur. D'autres espions, ou agents d'influence, je pense en particulier à Georges Pack, ont aussi pensé qu'en trahissant, ils travaillaient pour la paix. Et parce qu'ainsi, il s'efforçait de maintenir un équilibre militaire et stratégique entre l'Est et l'Ouest. Bon, à la différence près que Polyakov aurait, lui, considéré que c'était l'Ouest qui avait besoin d'aide. Ah ouais, l'Ouest qui aurait sous-estimé la puissance soviétique. Et son pouvoir de nuisance, oui. Mais on sait aujourd'hui qu'il n'en était rien. Au moins au niveau strictement militaire. Puis vous le savez, à la fin des années 70, Yuri Andropov, patron du KGB et futur numéro 1 de l'URSS, dressera secrètement un tableau catastrophique de la compétition entre les États-Unis et l'URSS. En défaveur de cette dernière. Enfin, revenons à Dimitri Polyakov. D'accord. Sans déflorer la suite de mon récit, je dois dire que le sens des révélations de cet officier soviétique m'a intrigué. Soyez plus clair, là. Eh bien, ma connaissance, c'était quand même inédit. Quoi, le fait de prévenir l'ennemi que l'URSS était beaucoup plus menaçante qu'il n'y paraissait. En effet. Et vous avez pensé, alors, qu'il y avait peut-être là une manœuvre de désinformation. On ne peut pas ne pas l'imaginer, mais je reviendrai sur ce point très précis. Au reste, une autre raison a peut-être déterminé Polyakov à trahir. Je vous explique. Alors qu'il était en poste à New York, au tout début des années 60, l'aîné de ses fils, qui est alors très jeune, tombe gravement malade. Polyakov demande que son enfant soit soigné par les meilleurs spécialistes états-uniens. Ouais, ça coûte cher. Et son supérieur refuse de lui allouer les sommes nécessaires. Résultat, le gamin meurt. Et Polyakov en conçoit une haine définitive contre les autorités de son pays. Ouais. Et ça vous semble crédible ? Pourquoi pas ? Même si je demeure persuadé que la source de la trahison de Polyakov ne se trouve pas là. Autre question essentielle. Sait-on exactement quelles informations Polyakov a-t-il pu faire parvenir aux services américains ? Au FBI d'abord, puis à la CIA lorsqu'il sera en poste dans d'autres pays. Oui, car en principe, vous rappelez, le FBI n'est pas compétent en dehors du territoire états-unien. C'est juste. Ouais. Alors qu'a-t-il fourni ? Selon la plupart des spécialistes, sa moisson a été fabuleuse. On a même dit que sa seule production était si abondante que 2 pièces du siège de la CIA, à l'anglais, lui étaient consacrées. Mais enfin, bien sûr, il faut tenir compte de l'exagération propre à tout service qui veut se pousser du coude ou simplement se livrer à une opération de propagande. Je veux bien, mais enfin, il doit quand même y avoir une réalité derrière. Bien évidemment. Alors risquons-nous à établir une sorte de catalogue. Il y a d'abord la communication de très nombreux secrets militaires sur l'armement soviétique et ses derniers progrès techniques. Ainsi, Polyakov aurait transmis à la CIA
des documents sur les missiles soviétiques anti-chars. Des informations qui auraient permis aux forces états-uniennes de neutraliser ces armes livrées aux Irakiens lors de la première guerre du Golfe. Mais bien avant, lorsque l'espion se trouvait en poste en Birmanie, il a livré des renseignements très précis sur l'aide matérielle que Russes et Chinois apportaient au Viet Cong. Ce qui n'a pas empêché les États-Unis de devoir quitter assez piteusement le Vietnam. Comme la France l'avait fait 2 décennies plus tôt. Mais justement, à propos des Chinois et des Russes, Polyakov a confirmé à ses officiers traitants que la rupture entre les 2 grands du communisme, malgré cette collaboration ponctuelle en faveur des communistes vietnamiens, était réelle et ne résultait pas d'une manœuvre destinée à tromper les Occidentaux. Ça me semble évident, non ? Pas tant que ça, du moins aux yeux d'un certain nombre d'analystes de la CIA. Souvenez-vous, nous en avons parlé autrefois, le service de contre-espionnage de la centrale américaine s'appuyait sur un transfuge soviétique. Oui, le fameux Golitsyn. Auquel le non moins fameux James Jesus Angleton, chef de ce service, faisait toute confiance. Même une confiance aveugle. On peut le penser. C'est ce Golitsyn, ancien officier du KGB, qui, après sa défection, a persuadé Angleton que tous les services de renseignement occidentaux étaient infiltrés par les soviétiques. Et il en est résulté une chasse aux taupes qui a durablement déstabilisé ces mêmes services. À tel point qu'on s'est même demandé si le génial Angleton n'était pas lui-même téléguidé par le KGB. Enfin, on va y revenir. Parce que l'ombre d'Angleton plane aussi au-dessus du dossier de Polyakov. Je reviens aux Russes et aux Chinois. Golitsyn, toujours lui, a prétendu que leur rupture était un trompe-l'œil. C'est quand même assez bizarre, ça. Pour ma part, cette affirmation péremptoire m'a fortement étonné et même amené à douter de l'authenticité du transfuge Golitsyn. D'autant que James Angleton, tout-puissant chef du contre-espionnage de la CIA jusqu'au milieu des années 70, a d'emblée considéré que tous ceux qui contredisaient son transfuge préféré étaient forcément manipulés ou inspirés par le KGB. Mais alors, Polyakov, par conséquent. Oui, Angleton s'est toujours méfié de Top Hat, pour reprendre son nom de code. Mais, alors, en l'occurrence, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. C'est ce que nous verrons dans un instant. Autre apport considérable de Polyakov, la dénonciation de nombreuses taupes soviétiques infiltrées à l'Ouest. En l'occurrence, il n'a donc pas agi autrement que Golitsyn. C'est exact. Mais, toute la question, s'agissait-il de vraies taupes ? Parce que si je me souviens bien, certains des prétendus espions dénoncés par le transfuge Golitsyn ont fini par être disculpés. Ça veut peut-être aussi dire qu'on n'a pas été capable de mettre en évidence des charges contre eux. Vous nuancez quand même là. Bien obligé. Alors, les taupes dénoncées par Polyakov. Pour la plupart, c'était de vrais espions. Ce qui accrédite la bonne foi de Top Hat. Apparemment, oui. Est-ce que vous doutez encore ? Dans l'histoire des services secrets, on a souvent vu ces organisations dénoncer leurs propres agents pour conforter la crédibilité d'un transfuge. Et donc donner du poids aux informations qu'ils livrent à l'adversaire. On sacrifie les petits poissons au profit d'un plus grand, c'est classique. Ou alors, on communique à l'ennemi le nom de taupes qui sont sur le point de tomber. Et qu'on peut donc dénoncer sans réel danger pour le système, quoi. Et c'est dans cette mesure, pardonnez-moi cette digression, que l'espionnage comme l'assassinat pour Thomas de Quincey peut être considéré comme l'un des beaux-arts. Vous voilà poète maintenant. Pourquoi pas ? Alors par exemple, je m'interroge sur le cas de 2 taupes dénoncées par Polyakov. 2 Britanniques. Le premier, John Vassall, employé de l'amirauté, a été attiré dans les filets du KGB en raison de son homosexualité. Il a donc été victime d'un chantage. Une méthode utilisée par tous les services secrets. Et le deuxième, là ? Frank Bossard, lui, travaillait au ministère britannique de la Défense et c'était un spécialiste du guidage des missiles. Et selon toute vraisemblance, il a trahi par esprit de lucre. Quand il le fallait, Moscou rémunérait généreusement ses informateurs. En tout cas, ces 2 taupes sont dénoncées par Polyakov au milieu des années 60. Polyakov connaissait donc leur nom ? Pas obligatoirement, mais il a fait passer à ses officiers traitants américains des documents transmis au KGB qui ne pouvaient avoir été communiqués que par ces 2 espions. Alors ils sont donc identifiés, arrêtés ? Bien entendu. Mais les services britanniques apprécient modérément le fait que c'est la CIA qui les a alertés. Parce qu'ils n'ont pas été capables eux-mêmes de les détecter. Et ça arrive au plus mauvais moment. D'une part parce que la trahison de Philby continue à provoquer des vagues et entretient la suspicion des services américains à l'égard de leurs alliés britanniques. Philby, l'un des 5 magnifiques de Cambridge, comme on les a appelés. Philby, qui a fini par filer en URSS en 1963,
Après avoir causé de considérables dommages au service britannique. Ouais. Et d'autre part, alors ? Le transfuge Golitsyn, je reviens à lui, a affirmé que le premier ministre travailliste Harold Wilson était un agent soviétique. Conséquence, le leader britannique va faire l'objet d'une surveillance permanente. L'a-t-il appris ? Sans doute. Quoi qu'il en soit, la concomitance de toutes ces affaires aboutit à un refroidissement considérable entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça va même si loin que Harold Wilson a envisagé d'expulser l'antenne de la CIA installée à Londres. Et alors là, pardonnez-moi, mais où est-ce que vous voulez en venir ? Un tel résultat si favorable à Moscou n'aurait-il pas mérité le sacrifice de deux taupes ? Vassal et Bossard, qui à cause de leurs imprudences auraient n'importe comment fini par se faire prendre. Éric Pénaud, rendez-vous avec X. Un peu de fantaisie au milieu de ce dossier où tout le monde doute de tout le monde et où la désinformation règne en permanence. Relatant quelques-uns de ces épisodes, Edward Epstein, journaliste américain auteur de Intox, CIA, KGB, la guerre des mots, se souvient soudain d'une comédie de Peter Ustinov, Romanov et Juliette. Dans une scène, le premier ministre d'un petit pays européen déclare à l'ambassadeur d'Union soviétique que les États-Unis sont au courant de certaines opérations secrètes. « Nous savons qu'ils savent », répond celui-ci. Le Premier ministre va alors trouver l'ambassadeur des États-Unis et lui dit « Ils savent que vous savez ». « Nous savons qu'ils savent que nous savons », lui réplique-t-on. Il retourne ensuite auprès de l'ambassadeur soviétique qui lui explique « Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils savent ». Lorsque l'Américain en est informé, il compte les niveaux de supercherie sur ses doigts, puis lève brusquement les bras au ciel en s'écriant « Quoi ? Ils savent que... » Il me semble, désormais vous semblez pencher pour la thèse de la duplicité de Polyakov. Polyakov qui aurait pu avoir pour mission de ruiner les révélations du transfuge Golitsyn. D'accord, mais vous avez vous-même souvent mis en doute la sincérité de ce Golitsyn qui a eu une si grande influence sur Angleton. Et qui a permis à ce dernier de ficher une sacrée pagaille dans les services occidentaux. Ouais, pour le plus grand bénéfice du KGB. Naturellement. Alors, j'avoue là que je ne comprends plus rien et je suis sûr que nos auditeurs doivent être aussi perdus que moi. Alors permettez-moi de poursuivre et nous finirons peut-être, vous et moi, par y voir plus clair. J'espère, oui. Polyakov a joué un rôle primordial dans un domaine particulièrement sensible, celui des armes chimiques et biologiques. Un domaine dont il avait une parfaite connaissance étant donné ses hautes responsabilités au sein du renseignement militaire soviétique. Et pour bien comprendre, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi si loin ? Parce qu'à l'époque, Américains et Russes se livrent à une véritable chasse aux cerveaux. Ouais, les cerveaux nazis, si j'ose dire. C'est ça. Et parmi ces scientifiques qu'on se dispute parfois férocement, il y a en particulier ces savants qui sont allés très loin dans leurs recherches sur ces armes chimiques et biologiques. Ouais. Avec le terrible succès que l'on sait. Il ne faut jamais oublier que c'est un Allemand, Fritz Haber, par ailleurs prix Nobel de chimie, qui a inventé le gaz Zyklon B utilisé dans les usines nazies de la mort. Cette compétence très particulière attire donc les convoitises. Et tant à Moscou qu'à Washington, on essaie de s'arracher ces savants sans conscience. Allemands, mais aussi japonais. Ah oui, parce qu'il y a les médecins sadiques là, de la trop célèbre unité 731. En effet, oui, et là aussi, dans ses recherches sur la mise au point d'armes chimiques et biologiques, la désinformation bat son plein et les espions sont au travail. Afin de voler les secrets de fabrication de l'adversaire. Non, pas seulement. Ce n'est pas par hasard que je vous ai parlé de désinformation. Il s'agit également de persuader les autres qu'on est les meilleurs. Mais dans quel but, là ? Pousser l'adversaire à poursuivre des recherches de plus en plus coûteuses. En somme, alors c'est un peu l'équivalent de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, là, qui n'avait pour véritable objectif que de ruiner l'URSS. Le parallèle est judicieux, mais cette guéguerre de l'information peut parfois produire des effets dévastateurs. Expliquez-moi, alors. Vers la fin des années 60, les militaires états-uniens cessent de poursuivre leurs recherches. Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils se rendent compte que l'utilisation massive de ces armes chimiques ou biologiques sur un champ de bataille demeurera toujours aléatoire. Surtout quand on dispose d'armes nucléaires autrement plus efficaces. Des armes qu'on s'efforce de miniaturiser. Et puis, il y aura la bombe à neutrons. La soi-disant bombe propre. Qui tue les hommes sans détruire les équipements.
Enfin bref, Nixon, qui dirige alors les États-Unis, prend la décision de ralentir les recherches en matière chimique et biologique. Et sans doute détruire les stocks existants. Bien entendu. Ouais. Cependant, la désinformation, elle, ne cesse pas. Un agent double américain, un certain Cassidy, fait parvenir à ses contacts soviétiques un renseignement très préoccupant. Les chercheurs états-uniens auraient mis au point un gaz neurotoxique redoutablement performant. Conséquence immédiate, à Moscou, les autorités ordonnent à leurs propres savants de mettre les bouchées doubles. Et c'est le paradoxe de cette histoire. Ils vont effectivement aboutir à créer une arme chimique d'une efficacité effrayante. Alors, donc, grâce aux Américains, Et alors que ceux-ci, de leur côté, ont renoncé. cette ADM, arme de destruction massive, existe donc. Et ce n'est guère rassurant quand on songe au désordre qui a suivi la chute de l'Empire soviétique. Vous pensez que ce poison, appelons-le comme ça, aurait pu tomber dans de mauvaises mains? C'est une possibilité qu'on ne peut malheureusement pas exclure. Mais quel a été le rôle exact de Polyakov là dans cette affaire? Le général soviétique, après l'agent double Cassidy, a concouru à informer Moscou des prétendus succès américains en matière d'armement chimique. Donc il a été l'un des acteurs de cette manœuvre de désinformation. Parce qu'il alors s'agissait de ça, la question se pose. A-t-il désinformé Moscou à l'instigation des Américains? Ou bien a-t-il jugé qu'il était de son devoir d'alerter les autorités de son pays? Bref, on revient toujours à la même interrogation. Polyakov était-il un traître ou un serviteur loyal de Moscou? Je vous promets de vous donner une réponse dans un instant. Ah, Auparavant, quand même, oui. il me faut vous dire comment Polyakov a finalement chuté. La version soviétique qui a été plus ou moins corroborée par la CIA. Un nouveau paradoxe. En effet. Ouais. Alors, selon cette version, en 1980, le KGB commence à nourrir des soupçons à l'encontre de Polyakov. Le général, qui approche de la soixantaine, est alors invité à faire valoir ses droits à la retraite, comme on dit. Un limogeage? Ça y ressemble. Mais le soviétique n'est pas le moins du monde inquiété. Et il va vivre plusieurs années auprès des siens en se livrant à son activité favorite, l'ébénisterie. Mais en réalité, là, que s'est-il passé? Ce sont les Américains qui apporteront des réponses. Mais très longtemps après, seulement en 1994. Ils viennent alors de confondre un espion, Eldridge Ames, qui opérait au sein de la CIA. Et je crois vous avoir déjà raconté cet épisode. Oui, Ames qui trahissait pour de l'argent. Et qui, au moment où il a été confondu, avait déjà accumulé une très confortable pelote. Ames, interrogé par ses collègues, a alors reconnu qu'il avait dénoncé Polyakov à ses contacts soviétiques dès le début des années 80. Mais là, je vais y revenir. Mais Ames n'aurait pas été le seul à avoir trahi Polyakov. Un autre célèbre agent double, démasqué au début du 3e millénaire, Robert Hansen, tout aussi cupide que son prédécesseur, aurait également dénoncé Polyakov. Seule différence avec Ames, Hansen, lui, était un agent du FBI. C'est-à-dire que les deux principaux services de renseignement états-uniens étaient donc infiltrés. Et remarquez-le bien, cette double découverte était une sorte d'hommage rétrospectif à James Angleton, qui toute sa vie avait prétendu qu'une grosse taupe, c'était son expression, sévissait au cœur du renseignement américain. Ouais. Alors, vous, quelle est votre conclusion? Voyez-vous, ce qui m'a étonné, le mot est faible, c'est l'annonce par les soviétiques eux-mêmes, via la Pravda, que Polyakov avait été un agent double travaillant pour les Américains. Oui, parce que d'habitude, ils gardaient pour eux ce genre d'informations qui n'honorent guère ni leur pays ni leur régime. Alors pourquoi rendre publique cette nouvelle 5 ans ou presque après le procès supposé de Polyakov et son exécution tout aussi présumée? Je ne vois qu'une seule explication. Moscou a voulu légitimer la masse de renseignements que Polyakov avait fournis à la CIA. Des renseignements qui tenaient, pour la plupart, de la désinformation? Mais où pour rendre crédible cette désinformation, on a fait en sorte de glisser de vrais renseignements. Alors par conséquent, Polyakov arrêté, la CIA ne pouvait plus douter de la véracité de l'énorme masse d'informations livrées par le Russe. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Alors selon vous, Polyakov aurait été un patriote, hein? Il n'aurait jamais failli. J'en suis à peu près persuadé. Et j'en veux pour preuve que le général Dugru, malgré toutes les sollicitations de la CIA, n'a jamais envisagé de venir vivre à l'Ouest. Or, s'il avait été un agent double des Américains, il risquait la peine de mort s'il était démasqué. Hein? Autre fait qui me trouble, et va toujours dans le même sens, Polyakov n'a pratiquement jamais accepté de rétribution de la CIA. Seule concession, ce passionné d'ébénisterie, mais aussi de chasse, a consenti à se voir offrir des outils de menuiserie et une carabine de chasse. Avouez que c'est bien peu pour un espion de sa classe. Et enfin,
La dernière preuve, si l'on en croit le traître du FBI, Robert Hansen, qui l'aurait dénoncé à ses maîtres du KGB, c'est dès 1980 qu'il a effectué cette manœuvre. Manœuvre de dénonciation. Et selon la Pravda, alors c'est seulement au milieu des années 80 que Polyakov aurait été démasqué. Alors pourquoi attendre 5 ans et permettre à Polyakov de continuer à fréquenter ses anciens collègues? C'est pourquoi tout cela me paraît cousu de fil blanc. Mais attendez, si votre hypothèse est correcte, là, qu'est devenu Polyakov? Je ne sais pas. Cependant, on peut imaginer que les soviétiques auraient pu profiter de sa mort naturelle ou accidentelle pour inventer cette manipulation. Et intoxiquer la SIA, alors. Mais j'ajouterais pourtant un bémol. Il n'est pas exclu que ce patriote ait joué parfois un rôle personnel en utilisant les liens qu'il avait noués avec ses officiers traitants de la CIA pour arrondir certains angles. Que voulez-vous dire, là? Un petit coup de pouce au destin, en somme. Et puis travailler pour la paix. Est-ce encore trahir? Monsieur X n'a donc pas entièrement dissipé le mystère Polyakov, qui fait encore débat parmi les meilleurs spécialistes du renseignement. En tout cas, si j'en juge par le témoignage de Robert Gates, ancien directeur de la CIA et aujourd'hui ministre états-unien de la Défense récemment reconduit par Barack Obama, Top Hat a rendu un immense service au monde entier. En effet, selon Gates, Polyakov, en transmettant à la CIA des documents ultra-secrets du commandement suprême de l'armée rouge, a permis aux États-Unis d'évaluer très précisément la menace nucléaire soviétique et le manque de précision de leurs engins intercontinentaux. Une évaluation qui a convaincu Washington que les soviétiques ne pourraient jamais gagner une guerre atomique. Et peut-être s'agissait-il de ce petit coup de pouce au destin évoqué par Monsieur X. Polyakov a donc concouru, malgré lui, à mettre un terme à la course aux armements, à moins, bien évidemment, qu'il n'ait fait qu'obéir aux directives des dirigeants soviétiques qui avaient conscience que la course aux armements finirait par ruiner l'URSS, ce qui est effectivement arrivé.